12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux séries avec en leur cœur des duos, des angoisses et du sexe et surtout une Amérique qui s'auto-dévore à force d'inégalité et de violence. Deux séries dont la première fait son grand retour, c'est True Detective saison 4, et dont la deuxième ne comptera qu'une saison, c'est la mini-série Fellow Travelers. Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Nora Boisoni. Bonjour Nora. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et présidente de l'association des critiques de séries, je tiens à le préciser. À vos côtés, Bravo. Adrien Delouette. Bonjour Adrien. Bonjour. Critique de cinéma et auteur, soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec True Detective Night Country. Don't you ever get this feeling that sometimes you just want to disappear, just walk out, never stop? This is Alaska. Nobody ever really leaves. Et ça y est, c'est une série mythique qui fait son retour, True Detective saison 4, avec cette fois-ci un duo uniquement féminin, deux détectives, Liz Danvers et Evangeline Navarro, sont chargés de résoudre la disparition de 8 scientifiques de la station de recherche arctique de Tsalal. La recette reste donc la même depuis la première saison de True Detective, un duo de flics torturés, un polar en zone étouffante, ici la nuit polaire de l'Alaska, de la misère sociale et ici aussi raciale, de la mystique et des questions métaphysiques. Car au-delà de l'enquête, c'est bien dans ce nouage entre violence collective et démons existentiels que s'inscrivent les crimes, mais aussi toute l'originalité de True Detective, devenue désormais une marque. Adrien Delouette. Et après, je le dis quand même, de multiples péripéties de visionnage, avez-vous trouvé cette saison à la hauteur de ses débuts ? Alors, il faut que vous ayez aimé les débuts aussi, hein. Alors, il faudrait que j'ai aimé les débuts de True Detective. Alors Ah. oui, bien sûr, la première saison, c'était difficile de passer à côté, c'était difficile de ne pas l'apprécier au moins un peu, ce qui avait été le cas. Je n'étais pas totalement conquis, mais bon, quand même, c'était d'un certain niveau. On va peut-être y revenir avec Nora. Mais en tout cas, pour cette dernière mouture, je dirais que... Bon, je peux pas cacher que j'ai été déçu. J'ai été déçu d'abord parce que l'ouverture est assez sensationnelle. Le premier épisode est plutôt époustouflant. Et donc, forcément, ça vous expose à ce que vous nourrissez reste beaucoup d'attentes suive. sur le reste. Mais surtout, il y a presque une espèce de déception inhérente, propre à True Detective. Je m'explique. Effectivement, la dernière saison dont on est en train de parler respecte le cahier des charges qui est en fait de faire un buddy movie. Alors, quel que soit le duo, peu importe, c'est un buddy movie, c'est-à-dire deux personnages plutôt désappareillés qu'on va essayer d'inscrire dans une histoire et qui vont finir par s'entendre. Un buddy movie dans des terroirs américains. Tout ça est très respecté, c'est très bien, on va y revenir. Ça se passe en Alaska, donc ça prend le contre-pied de la première saison qui avait lieu dans un espèce de bayou très moite. Là, on est dans des espaces givrés, c'est très très beau, franchement, c'est hyper séduisant. Donc ça, c'est l'aspect, disons, le plus séduisant et qui est, dès le premier épisode, très très convaincant. Mais il y a un autre aspect du cahier des charges de True Detective qu'il faut souligner, c'est une forme de sophistication qui confine presque à la prétention, qui est de faire de la série qualité cinéma. À quoi ça se voit ? Tout simplement parce que dès le début, on allait chercher un casting cinéma. La première saison, c'était à Woody Harrelson, Matthew McConaughey, la deuxième, Colin Farrell, Rachel McAdams, la troisième, Mahershala Ali, qui avait quand même franchi le cap du cinéma, et ici, Jodie Foster. Et j'ai presque envie de dire qu'avec Jodie Foster, on remonte presque aux origines thématique du sujet, qui est cette espèce de, pas de true crime, mais de séries sur des serial killers, sur des crimes, et qui remonte presque cinématographiquement à ce néo-noir qui renaît au début des années 90 avec Le Seigneur des Anneaux. Excusez-moi, Le Silence des Agneaux, il fallait que je fasse l'erreur. Ouais. Le Silence des Agneaux. Oui, on retrouve Jodie Foster aux sources, quoi. Voilà, on on attend retrouve d'elle ça. Jodie Foster qui est aux sources du genre, Oui. en fait. True Detective doit beaucoup, en fait, au Silence des Agneaux, à Seven et à toute cette mode qui donne lieu, en fait, à True Detective. Or, forcément, comme il y a des attentes cinématographiques, on attend des coups d'éclat, on attend un certain niveau, de sophistication, de raffinement dans la mise en scène, qui a lieu dans le premier épisode, je le souligne. Et d'ailleurs, je le conseille à tous les gens qui auraient Prime parce qu'il est accessible. Par contre, la suite, franchement, on est constamment à la recherche de Mais ces c'est coups vraiment un d'éclat. produit d'appel, le premier épisode. Le premier épisode est vraiment, le premier épisode est de qualité cinématographique. Alors, voilà, je suis pas non plus hyper séduit, je trouve qu'il y a plein d'erreurs, mais on marche sur les terres de The Thing, donc de John Carpenter. On marche un petit peu aussi sur cette espèce de douce dérision, ce fond de dérision de Fargo, des frères Cohen. Alors, et pas que pour des questions climatiques. Il y a aussi un jeu autour, des costumes, un jeu autour de tout le monde est boudiné, ficelé dans des costumes qui les boudinent presque dans des stéréotypes. C'est assez intéressant. Ça veut dire qu'ils sont tous en doudoune.
Et en bottes fourrées. Oui, en doudoune en bottes fourrées. Mais moi, je trouve ça très drôle, des séries Oui. avec des doudounes et des bottes fourrées. Et du coup, tout ça est vraiment bien sur le premier épisode. La suite, je pense que je vais laisser la parole à Nora, je vais voir ce qu'elle en pense, mais la suite m'a vraiment énormément déçu parce que je trouve que toutes ces promesses sont complètement diluées dans des sous-intrigues, dans quelque chose de très stéréotypé où on ne peut pas s'empêcher de lister tout ce que la série essaie de faire comme clin d'œil à l'époque. J'y reviendrai tout à l'heure, mais qui devient vraiment, on va compenser cette espèce de pour moi, de pauvreté de la mise en scène par beaucoup de clins d'œil à, À ce qui est dans l'air du temps. à ce qui est dans l'air du temps. Nora Boisouni. Pour moi, la pauvreté, elle n'est pas dans la mise en scène. Et d'ailleurs, pour moi, j'avais pas d'attente cinématographique du tout avec cette série. J'avais une attente tout court. J'avais adoré la saison 1 comme beaucoup de monde. J'avais été très déçue par les suivantes. J'adore Jodie Foster. Je connaissais pas Kali Reis, donc qui est boxeuse et qui est donc le binôme de Jodie Foster dans la série. Je trouve que c'est une série qui tient ses promesses en termes de mise en scène et de photographie, c'est quand même sublime. Moi, j'avais vraiment envie d'entrer dans cette nuit, ce huis clos nocturne, dans cette ville d'Alaska fictive, Ennis, qui m'a rappelé le film de vampire 30 jours de nuit, qui est pas un film extraordinaire, mais j'aime bien cette ambiance. Je connais pas. Tout peut se passer, vraiment. Les vampires arrivent parce qu'il fait nuit tout le temps, donc comment c'est le personnage vampire quand il fait jamais jour, c'est compliqué. Voilà. Petite astuce, ne sortez pas de chez vous. Donc j'avais beaucoup d'attentes. Mes attentes ont été satisfaites et pas satisfaites. Donc je suis insatisfaite pour des raisons différentes de celles d'Adrien. Alors, commençons peut-être par ce qui... Alors, ce duo, je le trouve extraordinaire. Vous satisfait. Les deux actrices sont impeccables. J'aime beaucoup les duos dysfonctionnels, surtout quand c'est des femmes, parce que c'est rare de voir des femmes mal aimables. Mais alors, elles sont franchement détestables toutes les deux. Il y a des thèmes qu'on voit rarement. Là, on est sur un fond de lutte écolo autochtone, les Premières Nations de cette région. J'aime bien aussi l'idée d'avoir des gens qui se dépatouillent comme ils peuvent avec un atavisme familial. Tout le monde a un peu ça, de quoi on hérite. Alors on parle de santé mentale aussi, beaucoup dans cette série, avec le personnage de la sœur d'Evangeline aussi, de sa sœur et de leur mère en fait. Donc le binôme de Jodie Foster. On retrouve la mystique des saisons précédentes avec les croyances folkloriques. La raison pour laquelle je ne suis pas satisfaite, c'est parce que c'est un soufflet pour moi. True Detective, et d'ailleurs la saison 1 m'avait fait le même effet. On sait très bien qu'on nous vend beaucoup de mysticisme et de surnaturel. On nous vend des tirades métaphysiques. Il y en a un peu moins de métaphysique là-dedans, parce qu'il n'y a pas Matthew McConaughey comme avec cette tirade interminable. Mais on nous vend du surnaturel, et j'aime bien qu'il y ait ça. Mais en fait, on sait qu'à la fin, les meurtres, ils sont commis par des personnes en chair et en os, et qu'il n'y a pas de fantôme qui tue personne. Donc, c'est ça que je trouve un peu décevant. Et je trouve le scénario d'une banalité confondante et voire alambiquée, effectivement, comme tu le dis Adrien, avec des sous-intrigues. À un bout d'un moment, on comprend plus grand-chose. Et est-ce que c'est important? Non. Et donc, j'aime cette série juste parce que l'ambiance et les actrices sont formidables. Sur le scénario. Donc, banalité du scénario, vous voulez dire dans l'intrigue, dans la résolution du crime, ou même, en fait, dans ce que ça tisse comme réseau entre ces deux personnages principaux et aussi les personnages secondaires, parce qu'on sait bien aussi que dans True Detective, c'est des réseaux qui se développent. Il y a cette image de la boucle qui revient depuis la première saison, que ce soit en termes temporels, parce que là, c'est la disparition de scientifiques, mais qui sont liés à un crime qui a été commis des années en avant. Toutes les séries de True Detective fonctionnent là-dessus, sur des boucles temporelles, mais aussi sur des boucles de communication. C'était notamment la saison 2, sur des boucles de relationnel. Là, vous trouvez ça là aussi que ça pêche? Moi, je trouve ça caricatural. J'ai trouvé les personnages extrêmement caricaturaux, vraiment à la limite du cartoonesque, quoi. Ouais, Adrien. Ça ne flatte pas les conventions dans ce qu'elles ont de plus efficace. Au contraire, je suis d'accord, c'est complètement stéréotypé de partout. Et pour moi, c'est le problème de True Detective depuis le début. C'est-à-dire que c'est une série qui avance, une fois encore, des arguments de grande qualité à tout point de vue, sauf que les scénarios n'ont jamais été extrêmement originaux. Ça a toujours été compensé par beaucoup de mise en scène, beaucoup de stylisation. Et notamment par des effets d'incarnation portés par des très grands acteurs. On parlait de Matthew McConaughey qui sombrait presque dans sa caricature dans la première saison. C'était clairement aussi celui rôle presque oscarisable. C'était jouer à un prix, quoi. C'est un peu d'ailleurs le problème de Matthew McConaughey à chacun de ses rôles. Mais du coup, il y avait cet effet aussi où il compensait énormément et la mise en scène se mettait aussi au diapason de cette volonté de compenser des faiblesses. Je pense notamment à cet épisode qui avait marqué tout le monde où il y avait eu une fusillade dans un plan séquence qui n'avait rien d'original mais qui au moins était un coup d'éclat. Là, j'ai cherché pendant toute la saison, je cherchais mes coups d'éclat. Il n'arrive certainement pas à la fin. Je suis totalement d'accord avec Nora. Les résolutions et la dilution de l'intrigue dans tout un tas un dédale, un espèce de truc. Bon, pour prendre un mot à la mode, c'est très rhizome, quoi. Il y a tout un tas de choses qui se déploient, mais qui finissent par chaque fois sombrer dans l'indifférence, vraiment dans l'insignifiance. Tout est insignifiant. Et
Et une fois encore, la principale promesse qui est cette qualité de cinéma n'apparaît pas. Et celle que j'ai le plus envie, en fait, de pointer du doigt, c'est cruel ce que je vais dire, mais c'est Jodie Foster. Oh non! Ah si, moi je trouve que Jodie Foster, Allez, débat sur Jodie je trouve Foster. que Jodie Allez-y, Foster Adrien. perd en incarnation et en qualité pendant toute la série. Et je trouve même, et c'est là qu'on va avoir un point de désaccord avec Nora, je trouve que ce duo ne fonctionne pas très bien. Parce qu'en fait, les deux personnages fonctionnent sur une inversion par rapport à la première saison de True Detective, portée donc par les acteurs qu'on avait mentionnés tout à l'heure. Première saison qui avait été pointée du doigt, à raison selon moi, pour des gros excès de testostérone. On était vraiment dans quelque chose de très lourd. Masculine. Hein. Très masculin. Et là, on va jouer sur une inversion totale où tous les hommes sont aux fraises. Disons que la virilité et ce côté abrasif est porté par des personnages féminins, aucun problème, moi il n'y a pas de souci. Mais les deux personnages jouent sur le même registre en fait. Chacune pour des raisons différentes certes, mais chacune va se retrouver à être dans une espèce de virilité très décompensatoire, vraiment où on va redresser vraiment un côté très redresseur de Tom de toute la junte masculine. Redresseur de tort, pardon, de toute la junte masculine, aucun problème, mais les deux sont exactement sur le même registre. Mais ça, c'est un problème d'écriture de personnage, pas d'interprétation de Jodie Foster. Si, aussi, quand même. Parce que je trouve que Jodie Foster n'apporte pas les nuances qu'elle pourrait apporter, là où Tali Raïs, c'est ça ? Kali Raïs. Kali Raïs est hyper intéressante. Je la trouve meilleure, en fait. Je trouve que Kali Raïs est meilleure parce qu'elle est d'un bloc. Et Jodie Foster, du coup, va jouer un peu sur ce registre aussi d'un bloc, là où elle aurait dû apporter par j'ai envie de dire par sa carrière et sa technicité, quelque chose de plus nuancé, quelque chose de plus frémissant. Et je ne le vois pas arriver. Nora Boisoni. Je suis d'accord avec toi sur le côté insignifiant d'à peu près tout. Et c'est ça, moi, qui m'a déçu. Moi, je suis partie vraiment. Mais moi, je suis partie avec mon enthousiasme, un enthousiasme débordant, quoi. Ça faisait. Il y a beaucoup d'attentes. Rappelons que ça fait 10 ans que ça existe, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas eu de saison. C'est la première saison qui n'est ni écrite ni réalisée par le créateur de la série Nick Piloto, c'est Issa Lopez, qui est une réalisatrice mexicaine scénariste extrêmement expérimentée. Donc, je me suis dit, ok, super casting, ambiance géniale. On renouvelle le genre? Ben, pas du tout. Sur le duo, moi je trouve qu'il fonctionne jusqu'à un certain moment. Effectivement, le moment, et je suis d'accord avec toi, où il ne fonctionne plus, c'est quand on se rend compte, je pense au pénultième épisode à peu près, en tout cas pour moi, qu'on a la même personne qui est dédoublée. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et là, ça perd en tout. C'est-à-dire que quand on se rend compte de ça, on se dit, mais j'en ai plus rien à faire. En fait, les enjeux de cette série seraient intéressants si c'était vraiment développé, c'est-à-dire les luttes autochtones menées beaucoup par des femmes sur fond d'écologie, avec cette base de scientifique dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait et on apprend ce qu'elle fait et le mystère est là, en fait. Elle aurait été intéressante, mais en fait, je trouve qu'on finit par centrer l'histoire sur ce binôme de policières en l'occurrence, et c'est là où ça pêche, en fait, parce que moi, si on me montre juste des gens qui discutent de santé mentale et tiens, est-ce que t'as tiré dessus il y a 5 ans, il y a 10 ans Mais alors, est-ce que le problème de cette série, c'est qu'en fait, elle brasse beaucoup de choses? C'est-à-dire, il y a l'écologie, il y a le racisme, il y a les égalités hommes-femmes, il y a la santé mentale, il y en a trop. Tous les sujets dans l'air du temps sont brassés. Ou est-ce qu'il n'y a pas un problème, en fait, intrinsèque à cette marque True Detective qui en fait est fondée sur la déception depuis le début. Oui, parce que si je vous suis bien, en fait, même dès la première saison, vous étiez déçus. Non, mais c'est quand même exagéré de dire qu'on est. Enfin, moi, je suis particulièrement exigeant, donc forcément, quand on me vend, je suis chez HBO. Pour préciser pour les auditeurs, HBO, c'est quand même la qualité premium de la série c'est l'aggiornamento de la série au début des années 2000. C'est-à-dire, c'est Les Sopranos, c'est Curb Your Enthusiasm, on fait de la série de niveau extrêmement qualitatif. Et c'est Succession, et c'est True Detective. Et en plus, True Detective, je le rappelle, recrute dans le cinéma, recrute des castings premium. Donc il y a vraiment cette ambition-là. Donc forcément, on hausse le niveau, j'ai envie de dire, d'attente esthétique et scénaristique à un niveau cinéma. Non pas pour dénigrer la série, loin de là, mais la série creuse, là où le cinéma va beaucoup plus vite avoir le temps d'installer, de montrer, de faire de la mise en scène. Donc forcément, on a cette attente-là. Mais pour moi, c'est pas le problème. Parce que c'est plutôt malin, je trouve, de chercher à cerner tous les problèmes de l'époque dans une seule et même fiction sur ces épisodes. C'est à ça que ça sert de faire entre guillemets, c'est ça la franchise True Detective, un film de 6 heures. C'est à ça que ça sert. Ah non, pas le truc du film de 6 heures. Non, mais je le dis pas comme un reproche. Ça sert à creuser, justement, permettre de faire d'agréger tout ça, la dimension écologique, la tramer avec l'ambition de sauver le monde et en même temps l'impuissance à mêler croissance avec sauver le monde, tout ça, c'est très intéressant. Mais là où ça ne marche pas, ici, c'est vraiment dans l'idée que dans le premier épisode, dans la première saison, on avait un puritain et on avait quelqu'un qui trompait sa femme, grosso modo. Les deux finissaient par se rejoindre autour d'une enquête à résoudre. Ici, on a 2 fois le même personnage, et je rejoins totalement Nora, c'est-à-dire 2 personnages qui sont traumatisés par leur passé. Donc forcément, en fait, cette dichotomie du buddy movie, d'appareiller 2 psychés complètement différentes et de créer ce lien miraculeux, n'arrive pas. Et c'est ça l'épiphanie d'un buddy movie. Nora Boisoni, sur à la fois, est-ce qu'il n'y a pas une dimension intrinsèquement déceptive à True Detective et sur peut-être le film de 6 heures Je pense...
Alors, je pense que oui. La première saison avait suscité un enthousiasme débordant. C'était il y a 10 ans, je me rappelle. Tout Internet spéculait chaque semaine autour de la machine à café, sur Reddit, sur Twitter, parce qu'il y avait beaucoup de références. Hein, c'était vraiment extrêmement référencé. Pizzolato a semé des indices qui n'en étaient pas vraiment, a ouvert 50 portes et 35 fenêtres, référençant des œuvres qui existaient. Donc c'était le créateur de la série à l'époque. Voilà, le Yellow King, tout le monde s'est dit voilà. Donc, et beaucoup d'éléments surnaturels, métaphysiques, religieux, mystiques. Donc, on était perdus et on aimait ça, mais on essayait de retrouver notre chemin avec les petits cailloux qu'il avait semés. Il y avait des cailloux qui servaient à rien, il y avait beaucoup de fausses pistes, donc comment on ne peut pas être déçu quand la formule d'une série, effectivement, repose sur... Mais là, c'est presque un plaisir esthétique de déception, là. Sauf que là, en fait, il y a ni réelle mystique intéressante, il y a du folklore, mais on nous saupoudre ça un peu de folklore, on va pas jusqu'au bout. Et puis, en fait, quand on a vu déjà les saisons précédentes, on sait très bien comment ça va se terminer. Et en plus, sans spoiler rien du tout, évidemment, mais la résolution... Oh, alors là, je pense qu'on est à un niveau de... Moi, j'ai été surpris, mais la façon de faire... le degré de premier degré, c'était vraiment très... De backlash total. Ouais. En fait, l'investissement... C'est ça qui est intéressant sur le film, c'est très paresseux. Un investissement, quand on regarde une série, c'est pas un film. Même un film qui dure 3 ou 4 heures, Martin Scorsese. On est sur au moins 6 à 8 heures de série. Et là, on se dit, on ne peut pas faire subir ça aux gens pour un final qui est celui qu'il est. Those men died out there for real. In the real world, for a real reason. The thing that's going to take you out there is what you carry around. That's what's going to drag you into the night. That's what's going to sink you in the ice. La saison 4 de True Detective, qui s'appelle Night Country, est en cours de diffusion depuis le 15 janvier dernier sur Amazon Prime avec le Pass Warner. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et nous parlons à présent de Fellow Travelers sur Canal+ depuis le 18 janvier. Mr. Fuller, we believe we have reason to ask you a series of questions. What reason? We're not at liberty to say. Please have a seat. Have you ever attended meetings affiliated with the Communist Party? No. Have you ever had inappropriate physical contact with another man? No. Such a damn good liar. C'est en 1952 que débute cette histoire au moment de la rencontre entre Hawks et Tim. Mais c'est en 1986 que commence cette série. Hawks a désormais une vie de famille rangée, avec femme, enfant, quand il apprend que Tim, lui, se meurt du sida. Pas de suspense ici, le ton est donné. Les 8 épisodes de cette mini-série reviennent sur les 40 ans de ce couple fou d'amour, traqué par les normes, sur fond de 40 ans d'histoire américaine, de sa chasse aux sorcières, des communistes et des homosexuels, jusqu'à l'épidémie du VIH, en passant par la conquête des droits civiques. Une série mélodramatique comme on les aime, portée là aussi par un duo d'acteurs, dont les personnages n'en finissent pas d'éprouver la tragédie de l'histoire. Qu'en avez-vous pensé, Nora Boisouni ? Je n'ai rien à reprocher à cette série. Pour moi, c'est de la critique. Voilà, c'est tout. Je drop le mic. Si je pouvais le dropper. Non, il est attaché devant moi. Je ne peux pas le dropper. Non, laissez-le là où il est. Je laisse le micro tranquille. C'est pour moi déjà une formidable manière de remettre sous les projecteurs un épisode qu'on connaît mal, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est le macartisme, on croit savoir, la chasse aux sorcières des communistes, non seulement dans la fonction publique américaine, mais aussi dans la culture américaine, dans tous les aspects de la vie américaine. Et là, on découvre, nous, Françaises, la persécution des homosexuels dans cette fonction publique, en plus de la persécution politique, policière dans l'environnement public. Il y avait la peur rouge et il y a la peur violette. Il y a la peur violette, exactement, la lavender menace, comme on dit. J'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. Et j'ai trouvé aussi, vous parlez de mélodrame, c'est un thriller politique aussi. Et ça, je trouve ça vraiment formidable d'avoir donné autant de suspense et autant d'enjeux politiques au-delà de l'histoire d'amour déchirante qu'est cette série, sur laquelle elle repose. Et je trouve que c'est une leçon de maître de caractérisation des personnages. En fait, j'ai rarement vu, et je vois beaucoup de séries, j'ai rarement vu une série où tous les personnages ont une profondeur, une histoire, des enjeux, une personnalité, ça évolue, ça change, des doutes. Enfin là, j'ai été comblée comme je n'aurais jamais pu imaginer avec cette série. Adrien Desnouettes, même enthousiasme ? Alors, plutôt oui.
Mais pas du tout pour les mêmes raisons, étonnamment. Du coup, je découvre la vie de Nora. Moi, au contraire, l'aspect thriller politique, disons, des 2 premiers tiers de la série, m'a totalement indifféré. J'ai même trouvé ça assez raté. Je raconterai pourquoi. Et ce qui m'a complètement emporté, mais alors vraiment, c'est l'aspect mélodramatique. Et en fait, après, du coup, en me renseignant un peu, j'ai regardé qui avait scénarisé ça. Et en fait, c'est Ron Niswaner, ouais. qui avait déjà qui était à l'origine du scénario de Philadelphia en 93. Et aussi de la série Homeland. Et aussi de la série Homeland. Mais donc, Philadelphia, du coup, revient un peu plus sur le sujet de, disons, cette histoire parallèle qui est celle des revendications des droits homosexuels, tout ça. Enfin, politique, donc, clairement. Et lui précise qu'en fait, le roman d'origine dont la série est adaptée s'arrêtait en 57. En fait, après le volet McCarthy, le roman ne revient que sur cet aspect-là. Et lui, tout ce qu'il a ajouté, c'est justement la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de raconter une série sur des personnages homosexuels dans les coulisses de Washington dans les années 50? Certes, ça revient sur ces aspects-là qui sont, d'un point de vue documentaire, hyper intéressants. La Lavender Menace, je ne connaissais rien. J'ai passé les 2 premiers tiers de la série à aller sur Wikipédia pour me dire mais non, mais c'est pas possible, il y avait pas des bars trans avec tout un tas de personnages complètement interlopes. Si, ça existait. Du coup, j'ai appris 1000 trucs, j'ai trouvé ça génial. Ça ouvre tout un pan de l'histoire. Et ça, ces 2 premiers tiers sur un point de vue documentaire, c'était là que j'ai trouvé à manger. Le reste, franchement, ces 2 premiers tiers, je ne comprenais rien aux intrigues politiques. Je trouvais que c'était plutôt mal fait. Je ne comprenais pas. C'est vrai qu'on se perd un tout petit peu dans les noms perdu. au départ entre les sénateurs, hormis McCarthy qui est assez clair. McCarthy, Roy Cohn, qui est son. Et Roy Cohn, moi je ne le connaissais pas. C'est associé, donc avocat quand même, je dois le dire, un très grand avocat reconnu, avocat de la mafia, avocat à un moment donné de Donald Trump, et qui en fait a été presque le cerveau du macartisme. Oui, totalement. Mais du coup, l'intérêt de faire tout ça dans les années 50, de passer les 2 tiers de la série des années 50, c'est aussi de parler, de lancer ensuite le mélodrame. Parce que qu'est-ce que c'est le mélodrame ? Mine de rien, c'est un genre des années 40-50. Et qui revient toujours sur le même sujet, c'est les victimes du conformisme. Or, les années 50, c'est la fabrique du conformisme. Et c'est là que la série est très intéressante. Parce qu'ensuite, elle nous amène jusqu'aux années 80, voire un peu plus, où on va voir cette fois-ci se déployer qui sont les victimes du conformisme. Et comment, en fait, le conformisme ne fabrique que des victimes. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'en fait, au-delà de ce premier couple formé par ce duo, donc Tim et Hawk, donc Hawk qui est un personnage beaucoup plus inséré dans la machine politique et Tim qui est un idéaliste, au-delat de ce couple-là qu'on va suivre jusqu'aux années SIDA avec des drames, en fait, on voit la femme, l'épouse de Tim, qui fait partie de sa couverture, en fait, mais sans le savoir. De Hawks, pardon. Qui fait partie de sa couverture sans le savoir. On voit l'enfant, alors je ne vais pas trop développer, mais il y a des victimes collatérales. Et c'est là, en fait, qu'on sent se creuser un vide très important dans la série, où on montre vraiment, et on empoigne cette dimension mélodramatique, où en plus, bien sûr, il y a une montée des sentiments qui est très forte, que je n'avais absolument pas dans les premiers épisodes. Je ne mords pas du tout à cette histoire d'amour. Non, je mords à une histoire de sexe, qui est hyper intéressante, mais l'histoire d'amour ne monte que sur la fin. Et justement, il faut qu'on sente s'installer cette espèce de pieuvre conformiste qui creuse de l'intérieur le personnage principal de Hawk. Et c'est là que toutes les années 50 prennent leur sens, et notamment le parallèle pendant tout le début de la série avec Mad Men. C'est vraiment une espèce de Don Draper, du coup, relu et corrigé par une histoire homosexuelle. Mais Don Draper, c'était quoi l'histoire de Don Draper ? C'était un personnage qui était fascinant au début et qui finissait par se creuser de l'intérieur, qui finissait par chuter. D'ailleurs, c'était ça le générique. C'était un personnage, un corps qui chute. Mais c'était vraiment un corps qui chutait dans son propre vide. C'était plus que la surface, plus que la vitrine. Et là, il se passe exactement la même chose avec le personnage de Hawk. Et ce qui est très beau, c'est qu'il s'est vidé de Dieu, il s'est vidé d'amour, il s'est vidé de tout pour sa vitrine, pour sa carrière. Et je trouve qu'ici, la série est vraiment très, très forte. Ce qui est extrêmement frappant dans cette série, c'est que vous l'avez dit tous les deux, il y a presque 2 dimensions. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'histoire, de l'enquête politique, de comment a procédé le McCarthyisme, mais comment aussi, en fait, ceux qui étaient McCarthy et en fait ses acolytes étaient eux-mêmes, en fait, s'auto-traquaient eux-mêmes pour des pratiques qu'ils appelaient déviantes. Et puis, il y a aussi cette histoire d'amour, et les deux fonctionnent parfaitement ensemble, alors qu'on aurait pu penser que l'histoire politique était une sorte de décor, Nora. Oui, mais parce qu'en fait, tout ça s'imbrique. Il faut rappeler quand même qu'on n'est pas sur des personnages qui ne sont pas dans cette machine politique. Ce sont des gens qui sont en politique. On a Jérémy Aladin, qui est journaliste, qui joue Marcus, qui lui va suivre aussi les auditions faites par des gens accusés de communisme par le sénateur McCarthy. On a donc Matt Bomer qui joue Hawk et Bailey qui joue Kim. Hawk qui est dans la fonction publique et qui est haut placé auprès d'un sénateur, donc qui est le père de sa future épouse. Au début, on le voit. Tim qui arrive et il le fait rentrer parce qu'il l'aime bien et il veut quand même des faveurs de lui dans la fonction publique. Donc la politique, elle infuse la série parce qu'en fait, elle est au cœur de la manière dont ces hommes homosexuels négocient leur homosexualité, négocient leur vie. Et ça peut être par des compromis, c'est une forme de survie. En fait, pour moi, la question de cette série, c'est comment on survit quand on est un homme homosexuel, a fortiori dans les années 50 jusqu'aux années 80. Il y en a qui ont
le sida, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui réussissent, il y en a qui se voient complètement chuter. Et Hawk, lui, décide de manipuler tout son monde pour justement cette façade dont Adrien parlait, cette façade de l'américain, la réussite à l'américaine, avec la belle maison, la belle femme, etc. Et moi, là où cette série, je la trouve déchirante, c'est déjà, c'est montrer cette honte sociale. Moi, je trouve qu'on la ressent physiquement, cette honte. Enfin, moi, elle m'a mis dans un état, cette série. J'ai pleuré du début à la fin. À la fin, et alors là, sortez les boîtes de mouchoirs, mais toute cette série, ça fonctionne. Il y a un inconfort. On sent le déchirement de ces gens qui ont des ambitions différentes. Matt Bomer, Hawk, lui, c'est sa carrière, il va avancer, il reste dans le placard pour sa carrière. Et d'ailleurs, il out des gens, il sacrifie des gens. Oui, il envoie quand même son beau-frère dans un centre de rééducation, d'adaptation. Et il sacrifie un collaborateur parce que ça va être lui, c'est lui ou moi. En fait, c'est la loi de la jungle. Tim, lui, c'est sa religion, son idéalisme dont tu parlais là, et puis son amour. Enfin, dès le début, on voit que la relation, elle est destructrice parce qu'il y en a un qui va aimer l'autre plus. Et pour finir sur Marcus, qui est journaliste, lui, c'est dénoncer la discrimination, les inégalités raciales, c'est parce qu'il est noir. Et donc vraiment, on voit à quel point ces hommes doivent se trahir eux-mêmes. Et cette chute, elle est là aussi. C'est pour ça que cette série est formidable parce que je trouve que le politique est indissociable en fait de leur vie à ces personnages. Et qu'on n'est pas dans un côté démonstration de regarder les dangers de l'homophobie. Et j'aimerais qu'on insiste là-dessus, peut-être qu'on finisse sur cette idée. C'est une série qui est extrêmement sensuelle, érotique, sexy. Voilà, Nora. Sexy. Adrien, non, vous levez les yeux au ciel, ça vous Non, pas du tout. Au contraire, non, j'ai trouvé ça très cool. Mais du coup, tous ces premiers aspects où vraiment tous les personnages sont extrêmement ripolinés, sont vraiment des corps un peu exagérément fantasmés, où tout le monde est aux proportions de personnages de Tom of Finland. C'est légèrement exagéré. À l'image du générique, d'ailleurs. Hein. Oui, à l'image du générique. Mais moi, là où je trouve, je vais rebondir sur ce que disait Nora à l'instant, là où je trouve la série la plus belle, c'est que le personnage qui est le plus vitrine, qui résiste le plus à tout, c'est-à-dire celui qui survit en fait à tout ça, c'est en fait celui qui aura été le plus vide. Et c'est de ce vide-là qu'on finit par pleurer à la fin, c'est de se dire, mais c'est celui qui a le moins embrassé l'amour qu'il aurait dû depuis le début reconnaître. Et c'est ça qui est très très beau. Nora, on a un tout petit truc, c'est un petit trivia. Toutes les chansons du générique de fin ont été composées par des chanteurs homosexuels morts du sida. Voilà, c'est un geste politique aussi. Le moins vivant est en fait le plus survivant. Philo Travelers, c'est depuis le 18 janvier sur Canal+. C'est une série à voir. Merci à tous les deux, Nora Boisouni, Adrien Desnouettes. Toutes les références sont sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.